Bonjour. Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers à New York et Shanghai. Alain Bauer, tribune récente dans l'opinion. Comment sortir de la première crise globale? Le moins qu'on puisse dire, c'est que voilà, vous y allez avec votre franc-parler habituel. Imprévoyant, incohérent, inexpérimenté, rares sont les gouvernements qui sortiront indemnes de la gestion chaotique de cet événement. Qu'est-ce que vous nous expliquez, Alain Bauer, dans cette chronique? Alors en fait, il y a toujours plusieurs éléments. Quand j'enseigne à l'école de guerre, un des éléments les plus curieux, c'est ce qu'on appelle la surprise stratégique. Et il y a toujours un débat sur la notion de surprise stratégique. Et d'ailleurs, le titre de la tribune n'était pas la première crise globale, mais la première crise totale, au sens clausewitzien du terme, qui essayait de comprendre la stratégie napoléonienne, lui-même étant revenu d'ailleurs sur le concept en disant qu'il n'avait rien compris, mais le terme est resté. Pourquoi est-ce une première crise totale? Parce qu'elle couvre tout en même temps, le monde entier, le sanitaire, le social, l'économique, le militaire, le stratégique, le cyber, bref, tout le monde y a droit. Et le management du chaos est toujours un art extraordinairement difficile, plein de difficultés, d'incompréhension, de moments de doute et d'incohérence et d'inconséquence et de défauts d'impréparation. Et d'ailleurs, après chaque grande catastrophe, la commission d'enquête se réunit et déclare, un, qu'on savait tout ou presque avant, deux, qu'on n'avait pas compris grand-chose, et trois, qu'on allait essayer de faire mieux la prochaine fois. Ce qui est valable pour le terrorisme, les affaires militaires, comme pour les affaires pandémiques. Alors, je disais qu'il y avait un sujet de surprise stratégique, car en fait, l'essentiel de la surprise stratégique dans l'histoire du monde tient sur les deux mains. Le reste, c'est de l'aveuglement stratégique. C'est quand on ne veut pas croire ce qu'on sait. Et il y a là un vrai sujet, et alors particulièrement pour cette crise-là. Car si en 1918, la fameuse grippe espagnole, qui en fait vient du Kansas, mais qui s'appelle espagnole parce que les Espagnols sont les seuls à ne pas avoir censuré les informations sur la grippe, a pu surprendre tout le monde par sa puissance, sa violence, l'impréparation à un phénomène qu'on ne connaissait pas. On a le droit d'être surpris, on a le droit. Pas la deuxième fois. La première fois, oui, la deuxième fois, non. Or, depuis 1918, on a eu une demi-douzaine de crises pandémiques, y compris des grippes, y compris un SRAS, un MERS, un CoV-1, la grippe de Hong Kong, tout ça, on l'a eu. Il n'y a pas si longtemps. Et en 2007, nous nous sommes préparés à la pandémie. Nous avons construit un outil. Nous avons eu un gouvernement qui a décidé d'anticiper, avec des gouvernants qui gouvernaient, qui avaient une vision politique et pas seulement administrative ou bureaucratique des choses. Et malheureusement, pour nous, nous y avons échappé. Le H1N1 ne nous a pas touchés. Et l'effet secondaire de cela a été la victoire des comptables sur les politiques. Le fait que vous avez dépensé trop d'argent, ça ne sert à rien, la prévention ne sert à rien, la précaution ne sert à rien, et on est juste en situation de réaction. Et c'est valable pour la police, c'est valable pour l'armée, et c'est malheureusement valable pour la santé. Donc à partir de 2012-2013, suite à un rapport de la Cour des comptes pas si méchant que ça, et à une mise en place par le secrétaire général de la Défense nationale d'un nouveau dispositif de préparation aux pandémies qui n'a jamais prévu qu'on supprimerait les stocks, mais qui les a répartis différemment, eh bien, des gouvernements de comptables, sous une gestion de comptables, avec une vision de comptables, ont fait de la comptabilité. Et je trouve que la comptabilité est un très joli métier. Mais ce n'est pas la comptabilité et la gestion ne sont pas la même chose. D'ailleurs, en finance publique, on supprime les ordonnateurs et les comptables. Ce n'est pas pour rien. Les uns donnent des ordres et les autres comptent. Et le problème, c'est qu'on a considéré que la santé, la sécurité, la défense étaient des coûts, alors qu'il a toujours fallu les considérer comme des investissements. Et un des effets secondaires de cette affaire, c'est l'arrivée de la fair value. La fair value est un changement d'une norme comptable qui considère qu'un investissement à long terme ou un investissement à court terme, c'est pareil, et qu'on ne le calcule que par rapport à l'écart spéculatif potentiel de la marge qu'on va pouvoir réaliser. Il n'y a donc plus aucun intérêt à faire des investissements à long terme. Or, la santé est un investissement à long terme majeur. Quand on regarde la courbe de gestion du nombre de morts par habitant, qui est le seul indicateur valable, la surmortalité, pas tellement parce qu'on arrive à tester tout le monde, ce n'est pas le cas. Donc le test n'est pas un indicateur fiable. L'entrée en situation
de surventilation, d'urgence, etc., en est un peu plus fiable parce qu'il donne une idée de la surconsommation de l'espace hospitalier. Et la surmortalité est un indicateur fiable puisqu'on sait qui est mort à la maison, qui est mort dans les EHPAD et qui est mort dans les hôpitaux. Eh bien, on découvre un événement marquant, c'est qu'on a de très, très, très mauvais élèves, l'Espagne, l'Italie, des élèves moyens, la France, des élèves qui vont devenir très mauvais, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et d'excellents élèves, ceux qui sont les riverains immédiats de la Chine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris. Et que non seulement ils n'ont pas démantelé leurs outils, qu'ils les ont renforcés. Et il y a un surbon élève qui est Taïwan. Taïwan a réussi à gérer par le testage généralisé, par le contrôle total, par le traçage démocratique et par le tri, c'est-à-dire le confinement ciblé, le fait que son économie fonctionne, que sa situation pandémique est très bonne, qu'elle n'a pas connu de réplique, même s'ils savent qu'ils vont en avoir, qu'ils arrivent à traiter le sujet. Et alors, il n'y a pas plus voisin de la Chine que Taïwan, puisque c'est même un morceau officiel du point de vue de la République populaire de Chine, de la Chine. Donc, on sent bien que la maîtrise du chaos n'est pas un problème de surprise, de préparation, c'est un problème d'anticipation et d'investissement sur un vecteur qui n'est pas un coût caché, comme le dirait mon collègue Capelletti, mais un investissement sur le futur, parce que nous aurions pu éviter le confinement généralisé, cette crise économique, sociale, sanitaire, fiscale totale que nous sommes en train de vivre, et qu'en tout cas, nous aurions pu fortement plus l'étaler que ce que les mesures excellentes prises depuis ont fait, mais pour uniquement atténuer l'ampleur de la crise, alors que nous aurions pu très fortement l'éviter. Donc, crise totale, incohérence, impréparation, inconséquence, inexpérience et surtout amnésie. Car le drame dans cette affaire, c'est que nous n'avons pas été surpris, nous avons déconstruit volontairement, administrativement, bureaucratiquement et comptablement un outil que nous avions mis des années à préparer et qui, malheureusement, n'ayant pas pu montrer son efficacité, a été démantelé selon la règle anti-Sherlock Holmienne. Sherlock Holmes explique, maître des criminologues, qu'en matière criminelle, une fois l'impossible supprimé, ce qui reste, même invraisemblable, doit être la vérité. Nous avons décidé que l'invraisemblable était impossible. Et donc, non seulement nous n'avons pas vu arriver la crise, mais nous avions les moyens de la gérer et nous les avons supprimés parce que ça coûtait trop cher, trop de masques, pas de remplacement, un établissement spécial de gestion de la crise sert à rien, pas d'unité de commandement, des conseils dans tous les sens, des acteurs perdus, des opérations mal maîtrisées, des commandes mal passées, des délais invraisemblables. Et alors là, une double victime. Le virus pandémique et le virus économique sont en train de se lier, non pas parce que le prix de la vie ne doit pas être pris en compte, mais parce que la double peine en matière économique et sanitaire est quelque chose qui aurait pu franchement être évité. Et le drame, c'est que nous avons un contre-exemple absolu, car si nous étions tous dans la même galère, ben nous serions tous dans la même galère. Mais ce n'est pas le cas. Et les courbes épidémiologiques, les courbes de décès, les courbes de gestion, y compris dans des pays qui nous sont proches, comme l'Allemagne, montrent qu'en la matière, nous sommes un élève moyen, nous avons été un très bon élève, nous pourrions le redevenir. Vous évoquez la nécessité d'une parole publique claire, cohérente, simple, directe et une redéfinition des termes mêmes du libéralisme. Oui, moi je suis un libéral, donc je n'ai pas de problème, mais il y a une différence fondamentale entre le capitalisme spéculatif dont le but essentiel est de créer de l'argent virtuel, car jamais on n'a fabriqué autant de fausses monnaies que depuis que les banques centrales en fabriquent pour gérer les crises et leurs conséquences sans en gérer les causes. Et puis l'enjeu qui est de dire le capitalisme, c'est de l'investissement à long terme, c'est de l'investissement sur la vie, c'est de l'investissement sur la santé, c'est de l'investissement sur la formation, c'est de l'investissement sur l'éducation, c'est de l'investissement sur le maintien des actifs stratégiques, ce que les Américains font très bien d'ailleurs. Le CFIUS américain, nous avons créé avec Alain Juillet une sorte de CFIUS à la française des dizaines d'années après eux. Et donc, le nationalisme exacerbé n'est pas un enjeu en matière économique, mais une bonne et saine gestion des enjeux nationaux ne fait pas de mal. Hein. C'est un peu Jean Jaurès. Hein. Un peu d'internationalisme éloigne, beaucoup y ramène. Ben, un peu de nationalisme économique éloigne, beaucoup y ramène à la patrie. Merci infiniment de cet éclairage, Alain Bauer. Merci.